connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, comme à chaque fois je suis ravi de vous retrouver. Avec l'intégralité de l'équipe, on a choisi de vous proposer plusieurs émissions afin de jeter un œil dans le rétro. À travers 2 ou 3 recommandations, chaque membre de l'équipe de SDS passe derrière le micro pour évoquer les fictions qui en 2025 ont particulièrement attiré leur attention. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette partie 2 celui que vous avez pu entendre commenter récemment la série Madame est servie et Californication dans notre émission Un pilote presque parfait. Salut Franck. Salut Junior. Alors Franck, avec toi on va découvrir dans quelques secondes les fictions que tu as aimées en 2025, juste après un premier extrait qui fait également office d'indice. Si vous voulez vivre peinard et vieux, ne faites jamais d'enfants. J'ai eu le parcours classique. L'orphelinat, la rue, puis la prison. Vous avez quelque chose de rare. Vous êtes différent des autres. Et je suis le meilleur assassin de la Martine. On y va. Je m'appelle Nero. Et voici mon histoire. Ta fille a besoin de toi, Nero. Je la connais pas, cette gamine, moi. Arrête, c'est ton père. Les forces du mal la cherchent. Il faut l'emmener à Ségur. Il y a que là-bas qu'elle sera en sécurité. Je viens avec vous. C'est la guerre, là. On a besoin de vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous n'avez pas suivi la première partie, je vous invite fortement à le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a évoqué pas moins de 4 séries avec Solène et Delphine, et en plus, je vous avais expliqué les différentes catégories auxquelles mon équipe a dû se plier pour effectuer les choix sériels que vous avez pu entendre en partie 1 et que vous allez découvrir en 2e et 3e partie. À toi de jouer Franck, on entame ton bilan série 2025 en commençant par la meilleure nouveauté et tu as choisi la série Nero, sortie le 8 octobre 2025. Est-ce que tu peux nous faire le résumé de cette série disponible sur Netflix ? Ça raconte quoi Nero ? Alors Nero, c'est une série d'heroic fantasy mettant en scène donc du coup Nero, le personnage principal, incarné par Pio Marmaille, redoutable assassin du XVIe siècle, donc sans foi ni loi et à la langue bien pendue. Il sera trahi par son patron, poursuivi par une sorcière. Il se lance dans un road trip accompagné d'un prêtre, d'une princesse, pour retrouver sa fille qu'il a abandonnée des années plus tôt et affronter un dilemme simple et brutal, sauver sa peau ou sauver sa fille. Au casting, Pio Marmaille, Alice Isaz, Olivier Gourmet, Camille Raza, Louis Do de Lanquessin et Lily-Rose Carlier-Taboury. Pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené à lancer cette série, Nero ? Tout d'abord, quelque chose d'assez simple, l'énorme matraquage commercial de Netflix à la sortie de cette série. Toute mon interface de Netflix regorgeait d'infos sur Nero et à la télé on parlait de ça, il y avait des interviews de Pio Marmaille de partout, donc voilà, puisque c'est quand même un petit événement, une première série d'heroic fantasy française, donc ça m'a déjà interpellé. C'est un genre que j'aime bien du coup des séries comme Game of Thrones évidemment. Donc c'était aussi du coup cette curiosité de découvrir cette première série avec des moyens financiers. Voilà, c'était annoncé comme ça, et puis c'est plutôt le cas, qu'il y ait des moyens financiers derrière cette série, c'est-à-dire que ça va pas faire cheap, ça va pas faire carton-pâte, il va avoir des décors naturels, etc. Donc ça, c'est ça qui m'a attiré, et évidemment, moi j'aime bien Pio Marmaille en tant qu'acteur, j'aime bien la gouaille qu'il a, la manière de parler, donc c'était un point essentiel sur mon choix, sachant que la série porte son nom, et donc lui porte la série. Exact, vraiment on a des décors à perte de vue, c'est assez impressionnant. Je pensais pas qu'il y avait autant de pognon. En fait, quand j'ai lancé ça, j'étais quasiment vierge de toute image avant de me plonger dans le pilote, et je confirme en effet ce que tu nous indiques Franck. Au final, quels sont les éléments dans cette série qui t'ont poussé à nous la présenter et à la défendre dans ce podcast ? Pareil, plusieurs points. Donc déjà, comme je l'ai dit, il y a l'interprétation de Pio Marmaille, qui est en même temps drôle, cynique, physique. Physiquement, il est assez fort. Alors, je pense qu'il sortait aussi des Trois Mousquetaires. Donc, du coup, il avait un bon entraînement physique.
Après, comme je l'ai dit, cette ambiance d'heroic fantasy avec une ambiance western spaghetti qui me plaît bien. Les décors naturels, ce qu'on vient de dire, voilà, et le soin apporté à la création de l'univers, hein, c'est quand même, on est en 1540, en pleine sécheresse, donc ça se sent à l'écran. Vraiment ce qu'on pourrait imaginer quand on se dit on va faire une série d'heroic fantasy en France, on va imaginer du carton-pâte et que ça va être un peu dur à regarder, et là pas du tout, vraiment c'est vraiment très très joli à regarder. Après, ce qui m'a plu aussi, c'est justement ce décalage avec le cynisme et l'humour noir décalé, voire des fois clownesque, de ce qui peut se passer à l'écran et du personnage principal qui est en même temps très cynique et qui pourtant peut faire des blagues et s'en sortir avec un sourire et en discutant, mais aussi, pas qu'en discutant, du coup, quand il faut faire de la violence, quand il faut de l'action, il y en a. Voilà. Et clairement, comme j'ai dit, Pio Marmaille, il donne de sa personne, il s'envoie, il y a des belles scènes de combat. Et la série, c'est clairement pas pour les enfants ou les spectateurs sensibles, hein. Il y a 2-3 scènes qui peuvent choquer. Faut accepter le postulat que Pio Marmaille, Nero, est un héros sans foi ni loi. Hein. Voilà, c'est ça. C'est un anti-héros, enfin c'est un bad guy, quoi. Et après, en toile de fond aussi, il y a tout un sous-texte sur l'héritage des fautes et la capacité à les assumer. Donc ça m'intéresse aussi, c'est que il n'y a pas juste ce qu'on peut voir à l'écran et des blagues et des cascades, mais il y a aussi après vraiment un vrai sous-texte dans cette série sur l'héritage qu'on peut avoir. Est-ce qu'il va s'humaniser aussi sans trop dévoiler l'intrigue, de par des responsabilités qui vont lui tomber dessus, s'humaniser un peu plus et prendre d'autres décisions qu'il n'aurait pas prises sans assumer ces responsabilités-là aussi? Ah bah oui, effectivement, il y a une vraie évolution. Voilà, on passe vraiment par le principe du voyage du héros, où au début il veut pas, puis après forcément par la force des choses, en rencontrant, en avançant avec le prêtre, avec les différentes étapes qu'il va rencontrer, voilà, il va faire des choix qu'il aurait peut-être pas fait au début de la série. Est-ce que tu as quand même des points négatifs à soulever dans cette série française d'époque ? Alors, c'est pas tout à fait un point négatif, mais c'est juste que forcément, quand on pense à ce type de série, il va avoir une comparaison qui est inévitable avec une série comme Game of Thrones, comme je le disais au départ. Et forcément, même s'il y a des moyens, je pense que visuellement, c'est pas toujours au niveau de ce que peut proposer Game of Thrones, mais en même temps, Game of Thrones, la dernière saison, c'était 100 millions, je crois, quelque chose comme ça. J'allais te dire, le budget de toute façon est déséquilibré, donc Voilà. La comparaison est complexe à effectuer. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois du coup déjà dans cet épisode, ça n'a pas à rougir quand même des grosses productions. C'est vraiment une grosse production française et franchement ça tient bien la route. Il faut pas s'imaginer qu'on va voir un Game of Thrones à la française. C'est dans l'heroic fantasy, mais il y a une touche différente. Le point négatif, c'est ne vous embarquez pas dans cette série en imaginant que vous allez voir un copier-coller de Game of Thrones. Si vous voulez voir un copier-coller de Game of Thrones, regardez les nouveaux spin-offs qu'il y a, mais ne regardez pas Nero. Regardez Nero pour d'autres bonnes raisons. On est d'accord. J'ai regardé le pilote de cette série qui dure quand même une heure que je n'ai absolument pas senti passer. J'ai beaucoup aimé la cruauté du personnage, sa répartie, il se laisse jamais faire, il a souvent un temps d'avance, il est insaisissable. Ce côté-là, dans le personnage, j'adore la voix, la gouaille en effet de Pio Marmaille. J'aime bien le côté, tu sais, le mentor en fait de Nero, celui pour qui il risquerait en permanence sa vie et qui le trahit, son côté j'ai envie d'être calife à la place du calife. Oui. On sent la vibe quand même, les trois mousquetaires de Bourboulon avec de la Patelière et de la Porte, qui ont aussi travaillé sur le conte de Monte Cristo, qui l'ont réalisé. On sent que c'est passé par là, et tu vois, Camille Raza, elle a un côté... Camille Raza, donc pour ceux qui ont du mal à se situer, elle a joué dans Emily in Paris, et elle est méconnaissable. C'est une espèce de Milady de Winter, dangereuse. Alice Isaz aussi est rayonnante. Et elle a un sacré caractère. J'ai relevé une phrase qui m'a marqué. Je vais être vendue et violée. Je devrais être souriante et dire merci. Voilà, j'ai trouvé ça incroyable. Enfin voilà, le décor est planté et c'est plein de drôlerie et de cruauté en même temps. C'est beaucoup plus malin que je ne le pensais. Il y a un côté en effet après dans les crimes, un peu à la Assassin's Creed, toute proportion gardée, mais qui est intéressant aussi à suivre. Non, franchement, le pilote était très plaisant et ça donne envie de voir la suite. Je l'ai bien vendu, Franck, ou pas ? Oui, tout à fait. Et après, voilà, il y a vraiment une partie après avec la sorcellerie, avec des choses, c'est vraiment cool, quoi. Vous l'aurez compris, on vous recommande chaudement Nero
La saison 1 est disponible sur Netflix depuis octobre 2025, 8 épisodes de 52 minutes en moyenne. On ne sait pas encore s'il y aura une saison 2, il n'y a pas encore eu d'annonce officielle qui a été faite de la part de Netflix, malgré ces 4 500 000 visionnages enregistrés au bout d'une semaine de présence sur la plateforme américaine. On croise les doigts, peut-être y en aura-t-il. Oh my goodness! Georgia's picked the ball up! Georgia is gonna win a championship! What was Holiday thinking? It's time for you to move on. There's just one problem, Dad. I'm not done with football. South Georgia's having open tryouts. I'm gonna do a Mrs. Doubtfire, but with football. You here to try out? What's your name? Jay. And last name? Is it? Who's 200? That was one hell of a performance. You can take your helmet off. I'm gonna leave it on. Why? You know, in this helmet, I feel strong. Like a strong, powerful male. This isn't just football. This is acting. Chad, why don't you remind the game day viewers where you're from? West Virginia? Stay away from backstory and factoids. And what part of West Virginia? So if you go west in West Virginia, it's the westest of the west of Virginia. On passe à une série dans un registre radicalement différent. Deuxième catégorie, celle des séries toutes décennies confondues. Et Franck, tu as choisi de rester sur l'année 2025 avec une fiction sortie le 30 septembre dernier sur Disney+. Elle s'appelle Chad Powers. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, comme moi, il y a encore quelques jours, est-ce que tu peux nous en faire le résumé, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Donc la série suit l'arrogant et narcissique Russ Holiday, interprété par Glenn Powell, donc un joueur universitaire de football américain qui a anéanti sa carrière et son honneur lors du match le plus important de la saison. Et 8 ans plus tard, il souhaite reprendre sa carrière et sa solution va être d'endosser le rôle de Chad Powers, caché derrière du maquillage, une perruque et une nouvelle voix. Et cette saison, on va suivre l'évolution de Chad et inévitablement de Russ au sein des Catfish, une petite équipe universitaire. Catfish, comme par hasard. Au casting, Glenn Powell, Peyton Matfeld, Clayne Crawford, Frankie Rodriguez, Steve Zahn et Wynn Everett. Franck, comment ta rencontre avec Chad Powers s'est faite ? Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer cette série ? Au départ, la curiosité, parce qu'elle est apparue pareil sur mon fil d'actualité donc de Disney+, cette fois-ci. Donc j'étais un peu curieux aussi de découvrir une nouvelle facette de Glenn Powell, parce que pour l'instant, je l'ai plutôt vu au ciné. Il se concentre plutôt sur des films d'action, sur des suites ou remakes de grosses franchises, donc sur Top Gun Maverick, Twisters ou Running Man assez récemment. Donc du coup, j'étais intéressé par le découvrir sur une facette plutôt comique, sachant qu'en plus, il a co-créé la série. Et la série aussi, dans ce que j'ai pu en lire avant de la commencer, il y avait une sorte de lien, de paternité, enfin de rapport en tout cas avec une série sur le sport comme Ted Lasso, qui est une sorte de série comique initiatique. Voilà. Et comme Ted Lasso m'avait énormément plu, je sais que je ne peux pas retrouver le niveau de Ted Lasso, cette série est tellement exceptionnelle, mais du coup j'avais envie de retrouver dans un peu cet univers-là. Oui, et c'est drôle que tu aies fait ce choix, Franck, puisque tu me rappelles aussi une autre série qu'on a commentée en partie 1 avec Delphine sur Stick dans le monde du golf. Voilà. Si tu nous en parles aujourd'hui, c'est que cette série est bourrée de qualité. Je me demande bien lesquelles. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Alors, comme la série précédente, l'interprétation du personnage principal, donc cette fois-ci par Glenn Powell, qui du coup arrive très bien du coup à interpréter un personnage qui joue lui-même un personnage. Parce que donc du coup, il joue Russ Holiday qui joue Chad Powers. Il est sur un registre complètement différent parce que là, on est vraiment sur de la comédie. Et les deux personnages sont vraiment à l'opposé. Il y a, grosso modo, il y a le connard narcissique. Et il y a, il dit en fait, du coup, pour arriver à être intégré dans cette nouvelle équipe, il faut que je fasse un personnage complètement différent. Et la création de l'historique du personnage se fait au fur et à mesure, parce qu'il invente le personnage. Il n'a pas du tout créé le personnage, il a créé physiquement au départ, et il invente, et à chaque fois, forcément, qu'il va inventer une nouvelle histoire, il va se lancer dans des imbroglios improbables. Voilà, ce qui fait que le personnage a un historique complètement taré, et ça c'est assez drôle, voilà. Et c'est un des autres points, c'est l'humour et le ton de la série, qui au départ s'inspire, et c'est clairement cité dans la série, une sorte de Madame Doubtfire dans le monde du football américain,
Enfin, voilà, il va être maquillé et sans rien dévoiler, mais les maquillages, c'est du maquillage professionnel parce que son père est maquilleur professionnel, donc voilà. Donc il y a ça, c'est pour ça qu'il arrive à bluffer tout le monde là-dessus. Et après, ce qui m'a plu, c'est l'évolution du personnage avec des rebondissements. On s'imagine bien qu'il va avoir une histoire de rédemption, hein. Le personnage de départ est vraiment très antipathique et on se doute bien que voilà, vers où il va aller. Donc c'est des choses qui vont être vues 1000 fois, mais il y a justement aussi des rebondissements qui sont amenés, comme j'ai expliqué, par ce qu'il doit inventer pour pouvoir créer l'historique de ce personnage qu'il invente au fur et à mesure. Et clairement, c'est pas forcément son truc d'imaginer au fur et à mesure. Et des rebondissements, voilà, il y a des choses où on se dit tiens, la série va forcément aller là, et des fois elle nous prend à contre-pied en allant complètement ailleurs, et c'est ça qui est sympa. C'est pas pour rien qu'il a choisi ce prénom, c'est le Chad, quoi, la caricature du sportif musclé mais qui a tout dans les bras et pas grand chose au niveau du ciboulot, impulsif et qui doit apprendre à se réinventer, quoi. C'est ça. Je crois qu'il y a quand même un bémol que tu voulais souligner concernant Chad Powers. Oui, alors après c'est peut-être assez personnel, mais j'ai un peu de mal avec sa voix, la voix quand il joue Chad. Et que ça soit en VF ou en VO. Alors pour le coup, la VF est très bien faite parce que alors j'ai pas noté le nom du comédien de doublage, je suis désolé. Mais il reprend cette voix, il a une voix un peu plus aiguë et qui m'embête un peu, mais qui va très bien en fait à Chad Powers, mais qui moi m'embête un peu, et j'ai écouté que ce soit en VF ou en VO en fait, et le ton de la voix est assez similaire. Moi c'est ce qui m'embête un peu plus là-dedans, mais c'est un détail vraiment par rapport à la série. Oui, je comprends tout à fait, en fait sa voix est un peu nasillarde. C'est ça. Il accentue ça et c'est un peu grotesque. Alors on se dit ça peut marcher avec le masque et tout, le fait d'en rajouter une petite couche, mais je sais pas. On connaît tellement la voix grave de Glenn Powell que ça fait un peu bizarre dans ce souci d'aller vers l'opposé de qu'est-ce qu'on va faire, on va faire une voix nasillarde. Je trouve ça un peu léger aussi. Heureusement que dans le visuel, le masque, un peu à la Monte Cristo d'ailleurs, pour rester dans la thématique de ce dont on parlait juste avant, c'est plutôt malin. Oui, je voulais juste dire un mot sur le casting que j'ai trouvé vraiment sympa, parce qu'il y a des visages, quand on est habitué à regarder les séries, qu'on a le plaisir de retrouver, notamment celui de Steve Zahn, que j'avais trouvé excellent dans la saison 2 de Silo, l'année dernière. Et Clayne Crawford aussi, vous aviez pu le voir dans la série L'Arme Fatale avec Damon Wayans. Voilà, c'est des visages quand même qui sont identifiés. Et Frankie Rodriguez, celui qui joue la mascotte de Catfish, on avait pu le voir dans High School Musical, la comédie musicale, la série. Ça fait un long nom, mais c'est le vrai nom d'High School Musical. Je sais pas si ça te parle, toutes ces refs-là, Franck. Surtout, j'avais pas percuté qu'il joue Martha Riggs, en fait. Oui, voilà, exactement. Le fou, quoi. C'est ça, et ça y est, en fait là, je me suis dit, tiens, pendant toute la série, je me dis, tiens, il me semble que j'ai déjà vu, mais je suis pas allé chercher, d'habitude je vais chercher ce genre de truc, mais là je l'avais pas fait. Et merci, parce que là, du coup, je viens de percuter de pourquoi est-ce que j'avais déjà vu ce mec, parce que j'aimais bien cette série, moi, de L'Arme Fatale, même si elle était très différente du coup des films, mais c'était cool. Et je trouve qu'il le jouait bien, quoi, parce qu'il jouait bien le taré complet, quoi. Avant de se quitter, je crois que c'est impossible pour toi, Franck, de parler de cette série sans évoquer quelques anecdotes sympas que tu as sous la main. Tout à fait. 2 anecdotes, notamment sur l'idée de départ de la série, d'où provient cette série. Je vous ai dit un peu plus tôt que Glenn Powell fait partie de la création de la série, mais l'idée lui est venue en fait d'une blague d'un vrai joueur professionnel, donc Eli Manning, qui pour un épisode d'une série documentaire s'est présenté en fait aux sélections de l'université de Penn State déguisé en Chad Powers. Vraiment, donc, et la supercherie a été rapidement découverte, hein, à l'inverse de ce qui s'est passé dans la série, mais elle a fait le tour des réseaux sociaux et ça a créé une légende un peu éphémère de ce quarterback du coup sorti de nulle part. Et du coup, donc Glenn Powell et le scénariste donc Michael Waldron, donc eux l'ont élargi pour donner cette histoire en fait d'un athlète déchu qui, pour se racheter, dissimule son identité et retrouve le chemin des terrains. Ouais, je trouve que c'était assez drôle en fait que au départ ça soit une histoire, ça soit une anecdote vraie qui permettent de créer une série. Ça, je trouvais ça sympa, quoi. Oui, c'est très malin, hein. J'ai vu le pilote également de cette série. On sent qu'ils se sont appuyés sur les moindres inspirations pour alimenter leur série, en fait. Tu as cité Madame Doubtfire. On fait des références à Armageddon. Dans les personnages qui gravitent autour de Chad Powers, Tricia, la super boss, c'est difficile de ne pas penser à Anna Waddingham, en fait, qui est la patronne de Ted Lasso.
voilà, du club dans la série de Ted Lasso. Tout à fait, oui, il y a plein de choses qui ressemblent. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait cette fibre Ted Lasso. Pour aller aussi sur dont ils sont inspirés, Eli Manning, donc celui qui a fait la blague, le joueur professionnel, là, et son frère Peyton, en fait, supervisent la production. Et donc, ils veillent à l'authenticité des séquences sportives. Donc, ce qui fait que ça rajoute aussi que dans le réalisme, ce qui était peut-être un petit peu un des points qui pêchait chez Ted Lasso. Mais là, il y a vraiment du réalisme sur les séquences de football américain. Et même Eli Manning apparaît brièvement à l'écran. Il fait un clin d'œil à sa propre création en apparaissant. Et vous n'avez pas besoin de vous y connaître pour vous y retrouver, hein, pas du tout. Mais il y a des blagues quand même qui sont très drôles sur la culture pop, sur Euphoria, sur Monster, là où Charlize Theron avait transformé son visage aussi grâce à du maquillage et des taches de rousseur pour obtenir un Oscar. Enfin, plein de refs. Ah oui, c'est ça, il faut vous y connaître un peu en pop culture. Par contre, comme Ted Lasso ou comme, en fait, je pense les bonnes séries, voire les bons films sur le sport, en fait, ils ne parlent pas de sport. Ils parlent d'autre chose, mais le sport est un prétexte pour pouvoir s'en servir. Même Friday Night Lights, si vous avez déjà suivi cette série, vous pouvez vous plonger aussi dans son pendant comique, Chad Powers, qui est disponible sur Disney+. Et sachez qu'on a appris en décembre dernier qu'elle aura droit à une saison 2, qui arrivera donc très prochainement en France sur la plateforme de Mickey via sa section Hulu. Voilà Franck, ta mission s'arrête ici. Merci à toi de nous avoir livré ton bilan de l'année 2025. Merci beaucoup. Merci Junior, et j'espère que ces séries vous inspireront pour vos visionnages 2026. À bientôt. À bientôt. C'est pas comment dire, c'est pas réel. Pourtant ça a duré 2h30 dans ce putain de couloir, mais si j'avais pas des brûlures dans le dos, je pourrais penser que je l'ai rêvé. Je suis pas blessée, je suis pas morte. Tout le monde peut pas en dire autant. Dire que la jeunesse et le rock'n'roll sont forts, que la terreur qu'ils n'ont pas gagné puisque la vie continue. Mais non, on n'efface pas 130 morts. Moi, ce qui me revient sans arrêt, c'est l'odeur de la poudre. Ceux qui étaient là, avec nous, qui nous fassent signe. Je voudrais vous revoir, c'est important. Tout de suite, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas mourir à cause d'un mec en jogging. Quand je dis, j'ai rendez-vous avec mes potes otages, personne comprend. Et du coup, en fait, maintenant, je dis, les potages. Notre bilan sur les séries qui nous ont marqué en 2025 continue avec Alexandra. Salut Alex. Salut Junior. C'est à toi d'évoquer non pas 2 mais 3 séries qui t'ont marqué l'an dernier. Et on démarre par celle pour toi qui est la meilleure nouveauté de l'année 2025. C'est le drama français Des Vivants, anciennement disponible sur la plateforme France.tv. Elle a d'ailleurs été diffusée sur France 2 dès le 3 novembre 2025. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vue, comment on pourrait résumer cette fiction écrite par Antoine Lacomblé et Jean-Xavier Delestrade ? Alors, en novembre dernier, ça faisait 10 ans que les attentats du Bataclan avaient eu lieu. Et à cette occasion, la série Des Vivants est sortie sur France 2, comme tu l'as dit, et ça retrace l'histoire des otages retenus pendant plus de 2 heures dans un étroit couloir du Bataclan par des terroristes. Entre traumatisme et résilience, on va donc découvrir un peu le parcours de ces victimes. On découvre l'assaut de la BRI qui a sauvé les 11 otages. Et 7 d'entre eux ont tissé des liens et sont devenus des potages. On comprendra la contraction de potes et de otages. Ces 7 victimes ont été associées au projet de la série dès le départ et suite au recueil de leurs témoignages, c'est Jean-Xavier Delestrade à travers 8 épisodes qui racontent leur processus de retour à la vie, leur reconstruction et comment ils ont aussi vécu le procès. Au casting, Benjamin Laverne, Félix Moati, Alix Poisson, Antoine Reinhardt, Thomas Goldberg, Anne Stephens et Cédric Écoute. Alex, tu as choisi un drama français sorti en fin d'année. Qu'est-ce qui t'a amené à visionner cette fiction au sujet extrêmement difficile ? Alors quand j'ai entendu parler de ce projet, j'avais du mal à croire déjà que ça faisait 10 ans qu'il y avait eu le drame du Bataclan. C'est d'abord un devoir de mémoire qui m'a donné envie et ce que j'avais lu aussi sur la création de cette série. Donc la plupart des otages ont participé au projet et on prend comme source leur témoignage direct. Donc il est vrai qu'on n'avait pas beaucoup parlé à l'époque de cette prise d'otage dans le couloir du Bataclan. On avait davantage évoqué les victimes décédées, évidemment, mais pas trop les victimes survivantes. Car oui, en fait, la série
permet de poser le mot de victime, même quand on a survécu à l'horreur, pas seulement quand on est décédé. Oui, c'est important de le souligner. D'ailleurs, parmi les survivants du Bataclan, il y a eu un survivant, mais qui ne s'en est jamais vraiment remis, il s'est suicidé. Donc le mot de victime, en effet, a toute son importance. Est-ce qu'en voyant cette série, Alex, tu t'attendais à cette façon-là de raconter les attentats du 13 novembre ? Alors, je voulais que ce soit un hommage et non du sensationnel. J'ai appris quand même pas mal de choses, des détails qui concernaient ces 2 heures passées littéralement en enfer. Je savais que le réalisateur Jean-Xavier de l'Estrade excelle dans le documentaire. J'étais quand même à la recherche d'une certaine authenticité, d'une bouffée de justesse sans tomber dans un excès de pathos. Et c'est un peu ce que j'ai eu quand même, enfin même un peu beaucoup. Rappelons qu'il a quand même remporté un Oscar du meilleur film documentaire en 2002 pour Un coupable idéal. Donc quand j'y suis allée, je me disais, bon là c'est une valeur sûre, je pense que ça va être bien. Et regarder cette série, c'est aussi constater la lourde et difficile reconstruction et résilience de ceux qui ont vu l'horreur de trop près. Et leur traumatisme les laisse dans un mélange d'effroi, de questions sans réponse, de culpabilité. Et on a parfois l'impression qu'ils sont face à un deuil multiple, celui pour les victimes qui ne reviendront pas et celui pour eux-mêmes. Car on sait très bien qu'ils ne seront jamais plus comme avant la tragédie. Et justement, qu'en est-il de la psychologie dans la série ? Est-ce qu'elle est présente déjà ? Et si oui, quelle place occupe-t-elle dans la série des vivants ? Alors oui, l'aspect psychologique est très bien ficelé et le rythme est assez lent. C'est semblable un peu au cauchemar vécu. Et donc nous, en tant que spectateurs, enfin téléspectateurs, on prend le temps d'accompagner le récit des différents vécus, des différentes expériences malheureuses. C'est comme si le temps s'arrêtait et on revivait le cauchemar et on se laisse transporter comme ça. Alors non sans douleur évidemment, mais c'est un exercice qui me paraît indispensable. On ressent une proximité avec les personnages et c'est là qu'on se rend compte de l'horreur qu'ils ont vécue. Ils n'avaient rien demandé, leur point commun au départ c'est la musique, et rien ne pouvait laisser imaginer un seul instant comment la soirée se passerait. Oui, c'est très touchant d'ailleurs quand on découvre le pourquoi de ce qui les a amenés à aller à ce concert. Il y en a qui n'étaient pas forcément destinés à y aller d'ailleurs. J'aimerais bien savoir, Alex, qu'est-ce qui a extrêmement bien fonctionné pour toi aujourd'hui au point de la placer carrément en tête de tes meilleures séries visionnées en 2025 ? Alors moi j'ai adoré le fait de voir comment la vie reprend petit à petit. Et la mise en scène fonctionne, le jeu des acteurs est pertinent, le ton est juste, on se laisse embarquer dans cette atmosphère qui est quand même très particulière. Elle mêle espoir, anxiété, vie et mort, rire et pleurs. Et on est traversé par les émotions, mais pas totalement submergé non plus. Car comme je le disais tout à l'heure, jamais dans le pathos, c'est pas le pathos qui prend le dessus. Et les flashbacks permettent cette maîtrise de l'équilibre créé par les allers-retours entre les scènes tendues, difficiles, et les moments plus légers où il y a des tentatives de reconstruction post-traumatique. Ouais, je l'ai redouté, ces scènes-là, justement, dans le Bataclan. Je vais vous en parler après. Il y a quand même une autre question qui se pose, c'est la dureté, justement, de la série. Est-ce qu'on peut regarder Des Vivants, qui est quand même une série assez sombre, si soi-même on est assez sensible face à tout ce qui concerne les attentats ? Alors, moi, je pense que oui. Moi, je suis quand même assez sensible, même très sensible. Et ce qu'on retient de cette série, au final, c'est qu'elle est belle. Elle est très belle, parce qu'il y a quand même de la tendresse qui arrive à ressortir à certains moments. Alors, elle n'est pas facile, cette série, on va pas se mentir, c'est sûr. Hein, mais on est comme happé par du positif, des notes d'espoir. On traverse comme ça, on voit la solitude et l'incompréhension qui hantent toujours les victimes tout au long de la série, et qui peuvent nous sembler insurmontables, mais quand même, il y a toujours l'humanité qui se recrée, et c'est là qu'apparaissent alors petit à petit les potages, comme une solution évidente. Donc ensemble, on souffre, certes, mais peut-être qu'on souffre moins difficilement. On revit, on survit, et parfois en musique, avec rage, désespoir. Et au final, c'est la vie qui gagne. Et moi, c'est ça, en fait. Je suis sortie de cette série et j'avais repris espoir et je me disais, bon, c'est quand même cool.
la vie est magique, grâce à la passion, la beauté de la musique et les liens qu'elle invite à tisser. Oui, c'est évidemment ce qu'on avait envie de répondre, nous, à cette époque-là, aux terroristes, parce qu'ils nous avaient attaqué sur tout ce qu'ils détestaient, en fait, le fait qu'on aille boire un verre en terrasse, le fait qu'on aille à des concerts, le fait qu'on aille à un match de foot. Ils nous ont attaqué dans tout ce qu'on aimait faire, nous les Français, et c'est la meilleure des réponses, en effet, que peut adresser la série, dans ce que tu viens d'évoquer, Alex. Moi, ça a été une épreuve pour moi de la regarder. Pour la petite histoire, Alex et moi, on était ensemble le soir du 13 novembre 2015, dans le nord de la France, à 200 km de là. Mais on l'a su que bien après, à une époque, on ne regardait pas autant notre téléphone, ce qui s'est passé. Voilà, ça nous a profondément marqué. Et lancer cette série, c'était une épreuve pour moi. J'ai regardé quand même le pilote, parce que j'aime bien savoir de quoi parle mon équipe quand ils viennent dans le bilan. Et j'ai beaucoup aimé. Je trouve les comédiens incroyables, d'une justesse implacable. Personne ne joue mal. C'est très soigné, c'est très respectueux des survivants et de ces membres de l'association des victimes du 13 novembre qui ont dû les aider à alimenter les dialogues, les postures. Tous ces personnages sont du gris d'ailleurs, hein. Ce ne sont pas tous des chevaliers blancs, ils ont leur part d'ombre aussi, comme chacun d'entre nous. J'ai trouvé ça vraiment très bien raconté. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça parle des autres qui ne peuvent pas comprendre ce que eux ont traversé et le processus de reconstruction. Ça parle des besoins différents de chaque survivant dans leur processus de reconstruction, justement, de voir les autres otages, de dire merci à la BRI au téléphone. Tu vois, ça parle aussi de cette compassion qui est éphémère. On la ressent très très fort pendant un moment, puis elle disparaît. Ça vaut aussi d'ailleurs du côté de la police, hein. On les a applaudis à ce moment-là, mais le rapport a complètement changé 10 ans après. Et tu vois, heureusement qu'on arrive 10 ans après, que Jean-Xavier de Lestrade, qui a déjà travaillé sur 3X Manon, sur Manon 20 ans, sur Un coupable idéal, tu l'as dit, sur Sambre, plus récemment, que je vous recommande chaudement, on savait que son humanité à lui, elle a apporté un gros plus, et elle transperce cette série, même dans les scènes sous tension. Voilà. J'ai parlé longtemps, mais n'hésite pas, Alex, t'as un truc à dire. Oui, le titre Des vivants, ça résume tout. En fait, c'est la vie avant tout, et des vivants, pas des survivants. Des gens qui continuent à vivre, en fait, qui aiment la vie. Et c'est ça qui est incroyable dans cette série. C'est d'une beauté incroyable. J'ai pas vu la série intégralement, mais je suppose qu'on part de l'état de choc du premier épisode jusqu'à retrouver le fait d'embrasser un peu plus la vie, quoi. Oui, c'est exactement ça. Et on voit à quel point c'est difficile, mais on y arrive. Enfin, vous l'aurez compris, Alex a beaucoup aimé, et c'est vrai que c'est extrêmement marquant. Je vais continuer à trouver de la force pour la continuer, cette série. Pour info, c'est une mini-série, donc, Des vivants. Elle est disponible sur la plateforme HBO Max. Elle n'est malheureusement plus visible sur France.tv, mais vous pouvez faire comme moi. Si vous êtes inscrit à une bibliothèque municipale ou une bibliothèque de quartier, vous avez accès normalement à la médiathèque numérique. C'est vraiment une super plateforme avec des films, des séries, des documentaires. C'est totalement gratuit, et il se trouve que Des vivants est disponible sur la médiathèque numérique. Je le rappelle, c'est une saison et 8 épisodes qui durent 1 heure en moyenne. Bonjour, vous êtes bien Madame Barnett? Nous avons ici une petite fille que vous allez très certainement adorer. Elle a 7 ans. Elle est atteinte de nanisme. Et comment elle s'appelle? Natalia Grace. Natalia Grace, c'est magnifique. Et voici Natalia. Vous allez être ma maman et mon papa? On en serait très heureux si tu es d'accord. Son histoire est tragique. Nous sommes sa 2e famille adoptive. La première n'en a plus voulu. Mon Dieu, mais pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Vous allez me rendre vous aussi? Quoi? Bien sûr que non. Allez, mange un peu, ma puce. C'est quand même bien meilleur avec une bonne dose de ketchup. Alors, est-ce que vous avez son dossier scolaire? C'est son certificat de naissance. Ce document n'est même pas en anglais. Pourquoi tu t'inquiètes? Ils l'ont admise dans l'école. On est dans la même équipe, non? Arrête, s'il te plaît, bien sûr qu'on est dans la même équipe. Quelque chose tourne pas rond. Elle a des dents d'adulte et elle présente des signes de puberté. Michael? Natalia n'est pas une petite fille. On poursuit ce bilan avec ton meilleur visionnage sériel, toutes décennies confondues, et on reste à la fois dans l'année 2025 et dans la mini-série, Alex, avec une fiction
Hulu, qui je le rappelle est la branche adulte des programmes présents sur Disney+, Good American Family, série sortie en avril 2025. Pour celles et ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est quoi le pitch de Good American Family, Alex ? Alors, c'est basé sur des événements réels. Ça retrace l'histoire de Natalia Grace, une jeune fille ukrainienne adoptée par un couple américain, Christine et Michael Barnett. Alors que la famille tente de s'adapter à la vie avec Natalia, des comportements inhabituels de l'enfant amènent les parents à remettre en question son âge et son identité. Convaincus qu'elle pourrait en réalité être une adulte se faisant passer pour une enfant, ils prennent des mesures qui conduisent à des tensions croissantes au sein du foyer. Rappelons que Natalia est atteinte de nanisme, c'est à partir du handicap que vont naître les soupçons de mensonge. Au casting, Hélène Pompeo, Marc Duplass, Imogen Faith Reed, Sarayu Blue et Jule Hill. La série est inspirée des vrais événements de la vie de Natalia Grace. J'aimerais beaucoup savoir, Alex, qu'est-ce qui t'a poussé à cliquer sur la vignette de Good American Family sur Disney+. Alors par curiosité, c'est une histoire complètement dingue, surtout quand on sait qu'elle est vraie. Et en regardant cette série, j'ai eu envie d'enquêter sur certains détails qui n'apparaissent même pas à travers les épisodes. J'ai cherché des articles pour compléter mon visionnage. J'étais tellement transportée dans la série. Il est quand même question de changer une date de naissance pour ensuite la rétablir. C'est complètement invraisemblable. Je me suis posé beaucoup de questions car l'histoire ressemble à un film d'horreur. On pense au film Esther, par exemple. Ah, tu as la ref, parce que je sais que les films d'horreur et toi, ça fait 2, et je me disais, mais est-ce qu'elle connaît Esther ? Parce que j'allais justement te raconter le pitch. Oui, mais n'oublions pas que ma maman est fan de films d'horreur et que quand même si je ne les vois pas, ma maman peut m'en parler. D'accord. Et donc oui, le morbide là était vraiment à son comble dans certains moments de la série et je me suis régalée. Bon, à ce point-là, est-ce que la thématique de l'adoption reste centrale tout au long de cette mini-série ou au contraire, Good American Family s'en éloigne ? Alors, on découvre en fait une forme d'anarchie qui caractérise l'adoption aux États-Unis. Tout le monde se renvoie la balle, plusieurs zones de flou persistent tout au long de la saison. Mauvaise foi, des non-dits, falsification de documents. Au final, on ne sait même plus qui a fait quoi et où ça a bugué. On se retrouve perdu et on se pose plein de questions, surtout sur le bien-être des enfants adoptés aux États-Unis, les conditions, les contrôles, le suivi. Parce que ça n'a pas l'air très très sérieux tout ça. Et il est également question de folie, en fait, de comportements étranges. Là, on se laisse emporter dans un pur délire. Enfin, le doute persiste. Par exemple, sur la tentative d'assassinat, ça va toujours plus loin dans le sordide. Ça s'arrête jamais, quoi. Et il y a beaucoup de moments de malaise. Et il existe d'ailleurs une autre série dans le registre documentaire, cette fois-ci, qui a été diffusée de mai 2023 à janvier 2025, en 3 saisons, 16 épisodes, sur la chaîne Investigation Discovery, qui s'appelle The Curious Case of Natalia Grace, que l'on peut voir en France sur Canal+, Prime et même Apple TV, si je ne me trompe pas, et qui s'appelle en français L'énigme Natalia Grace. Très bien. Bon, en tout cas, si vous voulez creuser d'ailleurs, on parlait d'Esther, vous pouvez vous intéresser à l'affaire Kourim, en fait, qui a inspiré le film Esther. J'ai regardé cette série. Évidemment, ce qui interpelle, et je suppose que c'est ça qui a joué sur ton envie de cliquer aussi, c'est la présence d'Hélène Pompeo. On va rappeler qui c'est. Oui, notre Meredith Grey dans Grey's Anatomy. Enfin, elle est sortie de ce rôle-là qui lui collait tellement à la peau pour faire un peu autre chose, le temps d'une mini-série. Moi aussi, ça interpelle, tu te dis, c'est cool, dans quel projet elle se lance. Et le pitch, évidemment, rappelle furieusement le film d'horreur qu'on a évoqué juste avant. Ça partait mal, et en plus, dès le pilote, le côté psychopathe de la petite fille, de la soi-disant petite fille, se fait ressentir puisqu'elle finit évidemment avec un couteau à la main. Je suis navré de te dire ça, Alex, mais j'ai vraiment trouvé le pilote cousu de fil blanc. Mais vraiment, quoi. Il y a aussi la place de Dieu qui est importante, faut le souligner quand même. Le fait de réparer un deuil, tu vois, avec cette première adoption qui a échoué, l'histoire de Blanca, puis cette petite fille qui va réparer ce couple qui bat de l'aile, qui va très mal, avec des phrases du genre
c'est peut-être cette fille qui va nous réparer, ou c'est la fille que tu vas amener devant l'autel durant son mariage. Je trouve ça bateau, classique, académique, et une espèce d'amalgame de tout ce qu'on vient de raconter, justement, l'histoire d'Esther, des true crime dont ils ont pu s'inspirer, que ce soit en podcast ou en documentaire. Ça m'a pas transporté, vraiment. Et la fille est insupportable. Je n'aime pas du tout la comédienne, j'en suis désolé. Mais... Attends, c'est le rôle que tu n'aimes pas ou c'est la comédienne? Parce que moi, j'ai trouvé les deux, mon capitaine. Assez flippante. Ça, c'est quand même une sacrée performance. Enfin, jouer les dingues à ce point-là, c'est quand même ouf. Je sais pas, j'avais une espèce d'impression de Chucky, mais en réel. Donc oui, ça donne l'impression que ça marche, mais je trouve ça... je sais pas, comme je l'ai dit, vraiment prévisible. Il y a des scènes que j'anticipais, c'est jamais bon signe ça, dès le premier épisode, et je me vois pas m'embarquer pour 8 épisodes là-dedans. Alors en fait, c'est très américain quand même, cette série. En effet, tu décrivais le côté traditionnel, conservateur, la place de la religion, et aussi tout ce qu'on pense sur le fait de réparer un couple avec la venue d'un autre enfant. Enfin, tout ça, c'est complètement tordu, on est d'accord, mais c'est tellement américain. Et c'est là qu'on se dit, mais oh là là, c'est pas possible. Oui, on est dans l'Indiana, on est dans des... Oui, c'est l'Amérique profonde, oui. Voilà, c'est ça, on est entre l'Indiana et la Caroline du Nord, je crois, je sais plus, où elles vont chercher l'enfant. Mm-hmm. Donc ouais, franchement, j'ai trouvé ça très peu inspiré, mais bon. Laissez-vous porter par l'enthousiasme d'Alex, on sait jamais, hein. Peut-être que cette série vous ravira. Moi, je pense que vraiment, si vous adorez la comédienne Hélène Pompeo, vous allez vraiment avoir beaucoup de plaisir à la retrouver, donc... au moins pour elle, allez-y. La série s'appelle Good American Family. C'est sur Disney+, dans la section Hulu. Une saison qui comporte 8 épisodes de 52 minutes en moyenne. Je meurs de faim. Qu'est-ce qu'on mange? J'ai fait mon gratin de reste. C'est encore pire que ce que vous croyez. Une fois par semaine, elle vide le frigo et tout ce qui n'a pas du verre qui pousse dessus, elle le cuisine. Elle nous le sert pour le dîner. On a mangé des spaghettis ou des nouilles chinoises jeudi dernier? Ni l'un ni l'autre. On ne choisit pas, c'est pas qui sert. Dimanche, samedi, vendredi, ça devait arriver un jour. La 5e couche du gratin de reste de cette semaine, c'est le reste du gratin de la semaine dernière. Amis auditrices et auditeurs, sachez qu'Alex, cette année, est la première courageuse à avoir choisi de parler d'une 3e série pour laquelle mes chroniqueurs avaient carte blanche. Et toi, Alex, pour contrebalancer les séries drama qu'on a évoquées juste avant, tu as choisi de nous parler d'une comédie sur une famille américaine moyenne. Je parle bien sûr de la cultissime Malcolm en VF, ou Malcolm in the Middle en VO. Elle est dispo en intégralité sur Disney+. Pour celles et ceux qui vivaient sur une autre planète et qui ne connaîtraient pas du tout Malcolm, de quoi parle cette série anciennement diffusée sur M6 ? Alors on plonge dans le quotidien d'une famille atypique des États-Unis au tout début des années 2000, dans laquelle Malcolm, qui est le 3e fils, tente de trouver sa place. Dans le premier épisode, il est diagnostiqué au potentiel intellectuel avec quand même un QI de 165. Et à travers les saisons, la famille nous embarque dans des histoires toujours plus farfelues qui mêlent embrouille, quiproquos, mensonges, mais aussi amour, tendresse et mignonnerie. Parce que non, la famille Wilkerson ne se montre pas uniquement sauvage et délurée. Au casting, Frankie Muniz, Jen Kaczmarek, Bryan Cranston, Justin Berfield, Christopher Masterson et Eric Per Sullivan. Je vous rappelle que l'on avait consacré tout un épisode au pilote de Malcolm dans notre émission Un pilote presque parfait. Si vous aimez cette série, je vous invite à aller écouter notre émission. Pourquoi, Alex, revisionner Malcolm est la meilleure des choses à faire en 2026 ? Parce que déjà la nostalgie, on était ados il y a une petite vingtaine d'années, n'est-ce pas ? Et c'est une série que beaucoup ont suivie à la pause déjeuner sur M6, par exemple. Oui. Ensuite, parce que c'est drôle, on se marre souvent, c'est une série feel good, il fallait quand même bien se marier un peu entre l'angoisse et la tristesse des 2 autres séries que j'ai présentées. Oui, c'est important, oui. Mais aussi et surtout pour préparer la suite qui sort au printemps 2026. Et donc aller ou retourner à la rencontre des personnages loufoques qui constituent la famille de Malcolm, c'est quand même essentiel. Je vous invite vraiment, en revanche, avant d'attaquer les nouveaux épisodes qui vont arriver en avril, de regarder l'intégralité.
Vraiment. Allez jusqu'au dernier épisode. Sinon, vous serez spoilé sur ce que devient Malcolm, en fait. Voilà. Donc allez bien jusqu'au bout. Est-ce que tu peux nous rappeler d'ailleurs qui sont les membres de cette famille de cinglés ? Alors, il y a Loïs, c'est la mère autoritaire qui garde des traumas de sa propre mère qui fait d'ailleurs quelques apparitions de temps à autre. Donc c'est une grand-mère cruelle qui fume sans cesse et qui est grossière à souhait. Ensuite, tu as le père, Al, complètement immature et déluré, trop souvent envahi par des lubies, des passions, comme savent si bien le faire une grande partie des personnes neuroatypiques. Et pourtant, au milieu du chaos familial, donc ce couple fonctionne, donc Loïs et Al. Et c'est drôle et tendre de voir comment le couple évolue au fil des saisons. Et on constate à quel point, mine de rien, il est solide. Ensuite, pour la fratrie dans l'ordre, on a Francis qui défie toujours toute autorité et qui est en conflit permanent avec sa mère. Il a un peu perdu au début de la série et il finit par se trouver, après une tonne d'expérience, un peu déglingué. Ensuite, Reese, le deuxième frère. Il est simple d'esprit, violent, il se découvre une passion et un don naturel pour la cuisine. Malcolm, notre protagoniste, donc le troisième frère, au potentiel intellectuel, futé, il règle souvent les problèmes, trouve des solutions, mais attention, il peut parfois être digne de son père en se découvrant lui aussi de nouvelles lubies, qui ajoutent une pagaille à l'environnement déjà bien gratiné de la famille. Dewey, d'abord, il est le petit dernier de la fratrie. Dans la Lune, on pense au début qu'il est bête, mais en fait, son personnage évolue de manière très intéressante. Et au final, c'est un artiste, et il est même tantôt cruel, manipulateur. Et puis, au final, il ne sera pas le petit dernier, puisque Jamie arrive à la fin de la saison 4. Un bébé surprise, comme on dit. Et comme ses frères, il ne va pas manquer de ressources. Ce qui est drôle, c'est que tu mets des mots sur leur personnalité à eux, ce qu'on était incapable de faire dans les années 2000 quand cette série était sortie. Ouais. Est-ce qu'on peut résumer Malcolm à une série à l'humour potache où clairement ce serait réducteur de ne retenir que ça ? Non, alors on rit, mais pas seulement. On a une vraie satire des États-Unis. La société américaine n'est pas épargnée dans différents sujets comme l'éducation. On voit un peu le fonctionnement du collège, du lycée, comment sont pris en charge les élèves neuroatypiques, thème de l'inclusion, on voit aussi l'exclusion, le harcèlement, voilà. Donc, on se dit, ça cloche, quoi. Ça cloche tellement. On voit aussi le rapport à l'argent, la tentation quand on n'a pas les moyens, mais qu'on fait quand même des crédits à gogo. Donc on retrouve toute cette manie de la société de consommation, toujours plus. Par exemple, Al qui achète un jacuzzi alors qu'ils sont déjà très juste côté budget. Il s'achète des tenues de danse extravagantes, des tenues de danse professionnelles qui doivent coûter un rein. Avec Si, du patinage roller artistique. Après, on voit aussi le goût pour les jeux d'argent, les voitures, enfin voilà, alors qu'en fait, ils ont clairement pas les moyens, quoi. Oui, ça parle aussi de comment on élève ces garçons avec la carotte et le bâton. Est-ce qu'on fait à la dure avec l'école militaire où on envoie Francis, ou est-ce qu'on essaie de s'adoucir avec le temps avec ces 3 autres garçons ? On peut le voir avec Loïs, ou pas d'ailleurs, parce que Loïs est assez dur. Presque 20 ans après son arrêt, est-ce que Malcolm in the Middle a bien vieilli ? Alors oui, ça a très très bien vieilli, les sujets sont toujours d'actu, on n'a pas l'impression que la série a 20 ans. Sauf un peu parfois évidemment sur le look et quelques habitudes de l'ère avant smartphone, quand la télé était encore très importante pour les jeunes. C'est une série qui dénonce le sexisme ordinaire, le harcèlement, les discriminations, donc non, elle n'a pas pris une ride. Et je pense même qu'elle a été précurseur. Sans elle, moi je pense qu'il n'y aurait pas eu de sex éducation par exemple. Quand j'ai revu l'épisode dans lequel Loïs parle d'éducation sexuelle à Malcolm, je me suis dit, non mais en fait, c'est une série très très en avance sur son temps. Je pense que vraiment, sur certains points, elle a 20 piges d'avance. Oui, il ne faut pas oublier aussi d'ailleurs que les créateurs de ces séries-là, comme Sex Education, sont de notre génération. En fait, ils ont grandi en regardant les mêmes séries que nous. Donc en effet, on repère vite les citations et les clins d'œil à leurs aînés qui ont construit leur sériphilie. Juste avant de se quitter, Alex, tu as envie de mettre en lumière tes saisons préférées. Je crois qu'il y en a 2. Oui, alors j'aime beaucoup la saison 3.
Je la trouve géniale, elle est drôle, elle est encore plus fantasque que les autres, avec la musique qui colle bien, on retrouve les Sum 41 qu'on a tous écoutés quand on était ados. Ouais. Et c'est lorsque Reese est poursuivie par la police après avoir emprunté la voiture de l'auto-école dans l'épisode 13. C'est absolument fabuleux. Oui. Et c'est une saison féministe, hein, avec par exemple l'épisode 10 sur le maquillage de Loïs. Voilà, bon, c'est un régal. Et j'aime beaucoup aussi la saison 6 avec par exemple l'épisode 6, très drôle. C'est le Noël où on fait avec les moyens du bord parce que évidemment la famille n'a plus un rond. Et on se rend compte qu'il y a Malcolm qui n'a pas joué le jeu. Alors cet épisode permet de constater les talents de chacun. Donc Dewey il compose un morceau de musique classique, une petite symphonie ou je ne sais plus, voilà. Et puis il crée un cadre aussi très bien fait qui va faire pleurer son père carrément. Reese, donc le roi de la cuisine, bah évidemment il va faire des petits bocaux comme il sait si bien cuisiner, donc voilà. Et Malcolm fait croire qu'il a fabriqué des horloges, mais en réalité il les a achetées. Et donc, on s'attendait pas à ce que ce soit lui qui triche. Moi, j'aurais plutôt pensé à ce que ce soit Reese, tu vois. Et donc, c'est très intéressant. Et c'est pour cela qu'on se lasse pas de la série, parce que on a envie de suivre les personnages qui sont sans cesse surprenants et qui sortent parfois de leur zone de confort. Voilà. C'est très amour vache entre eux, mais ils s'aiment beaucoup. C'est aussi ça que raconte la série. Beaucoup plus qu'on ne le pense, même malgré les coups bas et les trucs bien vachards qui peuvent s'envoyer dans la gueule. Tu vois, ta saison 6 qui fait partie de tes préférés, y a un autre épisode que j'adore et qui m'a profondément marqué, c'est la jambe de grand-mère. En fait, la grand-mère se jette sur Dewey qui est pas vigilant, il joue dans la rue, il manque de se faire renverser par une voiture, elle se jette pour lui sauver la vie, sauf qu'elle y laisse une jambe. Et si vous avez écouté attentivement Alex, la grand-mère qui explique pourquoi Loïs est si dure est vraiment horrible. C'est une peau de vache, et une fois qu'elle perd sa jambe, elle est encore plus peau de vache. Et c'est à mourir de rire. Vraiment, regardez-le, c'est le saison 6, épisode 14. C'est un régal. Voilà, pour rappel, les 7 saisons et les 151 épisodes de 20 minutes en moyenne de la série Malcolm sont disponibles sur Disney+. Et si vous voulez la voir gratuitement, elle est également diffusée en ce moment sur la chaîne Gulli, sur le canal 12. Et je le répète, Alex vous l'a indiqué, en avril prochain, une suite débarque sur Disney+, Malcolm, rien n'a changé, ou Malcolm, Life is Still Unfair, en VO. 4 épisodes qu'on a hâte de découvrir en avril prochain. Merci à toi Alex pour ce flashback sur l'année précédente. Mais merci à toi Junior, et bonne année. C'est trop tard là de toute façon. Tu penses quand même pas que t'allais y échapper. On est en février, c'est trop tard. Allez, ciao. La saison des séries bilan de l'année 2025, partie 2, c'est fini. On se retrouve très prochainement pour la 3e et dernière partie de nos meilleures séries vues en 2025. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries, vous pouvez nous retrouver sur votre appli podcast préféré. Pour nous dire que vous nous aimez, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur les applis Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Ciao.